Ok. Ah bah voilà, il fallait que j'allume. En tout cas, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans la 30e édition de ce congrès magnifique qui nous réunit et qui réunit plusieurs spécialités, pneumologues, pédiatres, allergologues bien sûr et dermatologues. Et donc, je remercie Dr Gdeli pour l'organisation et les laboratoires AstraZeneca pour le choix du thème. Justement, comme disait professeur Alfessi, la BPCO, ça peut paraître comme un petit peu l'intrus dans ce congrès. Ben, je dirais que non. Donc, vous avez tort si vous croyez que la BPCO n'intéresserait pas l'allergologue. Ce n'est pas uniquement un diagnostic différentiel et on verra pourquoi. Donc, moi, je me suis permis justement, dans ce sens, de modifier le titre et de parler de BPCO, ce que l'allergologue doit savoir. Donc, petit rappel rapide, la BPCO, c'est une maladie chronique fréquente. Donc, on estime à peu près 64 millions de patients atteints dans le monde. C'est une maladie malheureusement mortelle. L'OMS dit qu'en 2030, elle sera la 3e cause de décès dans le monde. Et puis, malheureusement, c'est une maladie qui est encore sous-diagnostiquée, puisqu'on estime que 2/3 des patients atteints de BPCO ignorent justement qu'ils sont atteints par cette maladie. Alors, pour avoir un fil conducteur, comme a dit le professeur FSI, l'allergologue, il est intéressé en premier lieu par l'asthme. Et donc, on va avoir ce fil conducteur, BPCO-asthme. Quel est le lien entre les deux? Est-ce des diagnostics différentiels? Est-ce des étiologies l'une de l'autre? Est-ce des pathologies qui peuvent coexister chez le même patient? On verra. Alors, pour comparer justement, on va parler d'abord quelle est la définition de chaque maladie. Ce sont des maladies bronchiques chroniques. La BPCO est une maladie qu'on dit pulmonaire. Pourquoi elle n'est pas uniquement bronchique? Parce qu'il y a aussi cet emphysème qui peut s'installer, qui est traduit et défini par une destruction des lobules terminaux, et donc ce n'est pas que la branche, c'est ce qui donne des bulles d'emphysème. Donc on parle plutôt de maladie pulmonaire, mais dans sa composante bronchitique chronique, elle est justement, elle atteint la branche de manière chronique. Et elle peut donner des symptômes respiratoires, et on verra aussi qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'asthme, parce que le patient va se plaindre de dyspnée, de toux, d'expectoration. Et il va rapporter des poussées d'aggravation. Dans le cas de la BPC, on parle d'exacerbation. Dans le cas de l'asthme, on parle plus de crise, mais on peut aussi parler d'exacerbation. Et donc, la BPCO, elle est caractérisée par cette évolution progressive, mais qui va aller vers une maladie plutôt fixe. Il n'y a pas de régression, il n'y a pas de réversibilité. On verra aussi que ça se traduit sur le plan fonctionnel respiratoire. Par contre, l'asthme, sauf dans certains cas, il va être caractérisé par un paroxysme, c'est-à-dire le patient il peut passer la nuit avec une crise, il va croire qu'il va mourir la nuit même, mais le lendemain matin, il se réveille comme s'il n'avait rien eu. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle les asthmes vieillis, ce sont des asthmes qui évoluent, qui ne sont pas traités et qui peuvent, on va le voir, évoluer vers ce remodelage bronchique qui caractérise plutôt la BPCO, et c'est là où il y aura plutôt de la confusion justement entre les deux. Alors, justement, quand on cherche dans la littérature, le GOLD, c'est la référence de la BPCO. Le GINA, c'est la référence pour l'asthme. Dans les diagnostics différentiels, on trouve qu'on évoque toujours, dans les diagnostics différentiels de l'asthme, la BPCO en premier, et dans les diagnostics différentiels de la BPCO, l'asthme en premier. Et puis, ils ont des diagnostics différentiels en commun, comme l'insuffisance cardiaque gauche, les dilatations de branches, les pneumopathies infiltratives diffuses, le RGO, et j'en passe. Alors, est-ce que, justement, la question à laquelle on va essayer de répondre, est-ce que finalement, différencier entre asthme et BPCO, est-ce que c'est vraiment aussi évident que cela? Où il y a vraiment des fois où il faut vraiment être vigilant parce que la limite, elle est très très fine et on peut rapidement faire de faux diagnostics. Alors, justement, je vous pose cette question. Selon vous, quelle est la relation qui existerait entre la BPCO et l'asthme? Et plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que la BPCO est un diagnostic différentiel de l'asthme et vice-versa? Ça, je crois qu'on l'a vu. Est-ce que l'asthme et la BPCO peuvent coexister chez la même personne, chez le même patient? Est-ce que l'asthme peut causer la BPCO? Est-ce que la BPCO peut causer l'asthme? Ou est-ce qu'il n'y a aucun rapport entre les deux? Ah bah, c'est interactif, hein. On est en tout cas en petit comité, donc on peut répondre. Hein. 1, 2, très bien. Alors, Jean-François, il dit 1, 2.
Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Est-ce que vous croyez que l'asthme peut causer la BPCO? Le 5, c'est faux, oui. Bon, ça, c'était la question bateau. Hein. Le 4, c'est faux. Le 3, c'est... Mais ça va, hein, vous s'en sortez très très bien, par contre. Donc, le 3, on a un doute. Vous êtes d'accord? Ok. Alors, on passe, justement. On va passer aux étiologies de la BPCO qui ont été décrites par le Gold. Et on a longtemps décrit la BPCO comme secondaire au tabagisme, ou bien chez une petite proportion à des patients qui sont exposés à de la biomasse. C'est quoi la biomasse? C'est essentiellement les gens qui utilisent le bois pour se chauffer, comme dans les campagnes, etc. Et donc, on limitait les étiologies de la BPCO à ces deux facteurs principaux, le tabac étant le facteur le plus prépondérant et le plus... C'est moi qui fais ce bruit-là? D'accord. Et donc, on a défini les étiotypes, la gétomix de la BPCO. Et donc, finalement, la BPCO peut être causée par plusieurs facteurs. Il y a la BPCO génétique, qui est due à une mutation d'un gène. Le plus fréquent, c'est le déficit en alpha-antitrypsine, mais il y a d'autres mutations et d'autres déficits qui sont beaucoup moins connus. Il y a le COPD ou la BPCOD, merci, qui est due... Merci, merci. Alors, ça évitera les bruits désagréables. C'est bon comme ça? Parfait, merci. Alors, la BPCOD, et ça, c'est dû à un développement anormal des poumons. Et donc ça peut commencer déjà dès le plus jeune âge. Donc vous voyez, ça peut toucher aussi, on peut voir cette proportion de BPCOD chez, par exemple, des patients assez jeunes. Et là, il faut suspecter chez des patients jeunes qui n'ont jamais fumé, qui n'ont jamais été exposés à de la biomasse et qui ont des anomalies architecturales des poumons atrophiés, etc. On peut suspecter justement une BPCOD. La plus classique, c'est la BPCOC, c'est celle qui est due à la cigarette. La P, on en a parlé, c'est la pollution, la biomasse, etc. Et la BPCO infection. C'est ce que peut-être les pédiatres nous ont enseigné comme des séquelles de virose, n'est-ce pas, professeur Mahraoui? Professeur Mahraoui? Non, il m'écoute. Ah donc. Alors, les séquelles de virose, ça, quand j'étais étudiante chez professeur Mahraoui, on parlait beaucoup de séquelles de virose, justement, comme diagnostic différentiel de l'asthme. Mais sachez donc que ça donne aussi des profils BPCO. Alors, il y a la BPCO asthme. C'est ce qu'on appelait souvent l'asthme vieilli. Ce sont des asthmes qui évoluent depuis plusieurs années, qui sont souvent mal ou non traités et qui évoluent sur le plan physiopathologique, vers un remodelage bronchique. Et donc, finalement, oui, l'asthme peut évoluer vers une BPCO. Et il y a la COPD U ou unknown, c'est-à-dire des BPCO de cause inconnue. Donc vous voyez que finalement, les étiologies ne se limitent pas qu'à la cigarette ou bien la biomasse. Donc ça, c'est un petit résumé, on en a parlé. Et donc finalement, il y a aussi ce syndrome chevauchement. On l'a appelé ACO pendant un moment. On a dit non, il ne faut plus l'appeler ACO, on l'appelle overlap syndrome. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce n'est pas important le nom qu'on va lui attribuer. C'est le profil d'un asthmatique qui souvent a fumé et qui va développer une sorte de double inflammation. Et donc, il va avoir initialement un profil TH2 et qui va évoluer vers un profil TH1, mais ce n'est pas non plus aussi simple que ça, on va le voir. Et donc, finalement, la réponse à la première question, c'est les trois premières réponses. Donc, finalement, c'est un diagnostic différentiel. Ils peuvent coexister grâce à l'overlap syndrome et l'asthme peut évoluer et peut être un facteur de risque de développement de la BPCO. Alors, justement, on revient à la question dont je viens de parler. Est-ce que la physiopathologie de la BPCO a gardé les mêmes critères qu'on nous a enseignés de mon temps, comme dirait mon fils? Je lui réponds oui, dans la préhistoire, c'est comme ça qu'on faisait. Est-ce que la BPCO est finalement une maladie uniquement TH1, due à une inflammation TH1, donc neutrophilique? Est-ce qu'elle est de type TH2 uniquement? Est-ce qu'elle est soit TH1, soit TH2? Est-ce qu'elle est TH1 et TH2 à la fois avec un profil dominant, ou bien TH1, TH2 avec des profils ex aequo? La 4, ouais. Très bien. Je vois qu'il y a des passionnés de physiopathologie, justement.
Donc, merci, professeur Nicolas, heureusement que vous êtes là. Alors justement, la bonne réponse, la bonne réponse c'est la 4, en fait, la flèche elle a bougé. Donc c'est soit TH1 et TH2 à la fois, mais avec un profil dominant. Et donc ce qu'on croyait, c'est que la BPCO était une maladie inflammatoire neutrophilique, qui est due à une inflammation de type TH1 et que l'asthme était la maladie justement éosinophilique qui est due à un profil d'inflammation TH2. Mais on a constaté que l'inflammation dans la BPCO elle est beaucoup plus complexe. On pouvait avoir une part d'inflammation TH1, une proportion d'inflammation TH2, mais quelle était la proportion prépondérante? On va voir qu'il y a des biomarqueurs qui vont nous aider à phénotyper nos patients. Vous savez très bien que la médecine actuellement est une médecine 2.0 qui va se baser sur le phénotypage des patients pour un traitement plus ciblé. Et donc finalement, justement, je disais, ça nous conduit à un biomarqueur, cette découverte que la BPC aussi pouvait avoir une composante inflammatoire TH2 qui est l'éosinophilie sanguine. Dans la littérature, on va trouver aussi le comptage des éosinophiles dans les crachats, mais ce n'est pas une pratique courante, on ne fait pas ça en pratique. Sur le terrain, l'éosinophilie sanguine est suffisante puisqu'il y a une bonne corrélation entre l'éosinophilie sanguine et dans les crachats. Et il y a eu plusieurs études qui ont permis de mettre en exergue justement un taux d'éosinophilie qui va nous dire que ce patient-là, il a plus un profil TH2, c'est le taux de 300, qui a été revu en baisse, on va le voir, avec une petite baisse vers le taux de 100. Donc entre 100 et 300, on peut dire qu'il est TH2. Au-delà de 300, c'est sûr qu'il a une composante TH2 prépondérante. On verra aussi que ce biomarqueur, l'éosinophilie sanguine, n'a pas uniquement pour but de phénotyper de manière juste théorique nos patients, ça a un impact très important sur notre décision thérapeutique. Quel traitement va-t-on donner à ces patients BPCO selon leur justement taux d'éosinophilie sanguine? Donc ça me ramène justement à dire qu'il y a une crainte chez ces patients-là qui ont des maladies bronchiques, des inflammations bronchiques chroniques, c'est l'exacerbation, c'est la crise d'asthme. Et c'est l'exacerbation de BPCO. C'est ce qu'on craint, c'est ce qu'on veut éviter à nos patients. Et vous allez voir que même côté définition de crise-exacerbation, aussi bien dans l'asthme ou dans la BPCO, il y a quand même beaucoup de similitudes puisque les deux sont définis par une aggravation des symptômes et qui est accompagnée également par une aggravation de la fonction respiratoire par rapport à l'état habituel, l'état de base du patient. Et donc les crises d'asthme sont caractérisées par de la toux, dyspnée, sifflement, oppression thoracique. L'exacerbation, elle est définie par une augmentation puisqu'on considère que les patients BPC ont déjà une base de dyspnée chronique, où ils sont bronchitiques chroniques et donc ils sont déjà tousseurs chroniques. Donc on va la définir par une aggravation de ces symptômes-là ou des expectorations. Donc ça se ressemble pas mal. Pourquoi on craint l'exacerbation de la BPC aussi bien que la crise d'asthme? Eh bien parce qu'elle peut être mortelle. Sachez que seulement 50% des patients vont rester en vie dans les 3 ans et demi après une exacerbation sévère. Et donc, il y a un potentiel de morbimortalité qui est élevé, même à distance de l'exacerbation sévère. Et même quand l'exacerbation est modérée, donc le risque de mort est quand même élevé, il peut atteindre jusqu'à 17%. Soit le décès il est causé directement par l'exacerbation, par insuffisance respiratoire aiguë, soit par complications cardiovasculaires. C'est pour ça que rechercher les comorbidités, surtout cardiovasculaires dans la BPCO, est une chose essentielle. Donc le GOLD, il insiste beaucoup là-dessus. Il faut absolument réaliser au moins un ECG et une ETT chez les patients qui sont atteints de BPCO, surtout quand elle est sévère et surtout quand ils sont exacerbateurs. Et donc, comme je disais, les exacerbations de BPCO augmentent le risque de mort, y compris par complications cardiovasculaires. Autre complication des exacerbations, c'est le déclin de la fonction respiratoire. Donc la première courbe représente le déclin physiologique qu'on a tous si on ne fume pas, si on n'a pas de maladie bronchique chronique. Donc on a un déclin physiologique
qui vient avec l'âge. La deuxième courbe représente le déclin de la fonction respiratoire qui est finalement représenté par le déclin du VEMS sur la spirométrie chez un patient BPCO mais qui ne fait pas ou peu d'exacerbation. Par contre, la troisième, vous voyez, c'est un patient qui est BPCO et qui fait des exacerbations. Donc vous allez remarquer qu'il y a déjà une vitesse plus importante du déclin de la fonction respiratoire, mais surtout qu'il n'y a jamais pratiquement de retour à l'état précédent l'exacerbation. Quand le patient fait une exacerbation, même si on arrive à stabiliser, à le guérir de cette exacerbation, eh bien, il a perdu définitivement une bonne partie de sa fonction respiratoire. C'est pour ça que le cheval de bataille finalement des médecins et des pneumologues et allergologues aussi, et médecins généralistes, tous ceux qui sont impliqués dans la prise en charge des patients BPCO, c'est justement d'éviter et de prévenir ces exacerbations. Donc pour le diagnostic de la BPCO, donc il y a la clinique. On a dit que voilà, qu'on la comparant avec celle de l'asthme, il y a beaucoup de similitudes, c'est des symptômes qui sont communs, c'est la dyspnée, c'est la toux, on peut même avoir des expectorations, parce que c'est un signe d'hyperréactivité bronchique. Il y a aussi ce phénotype nouveau qu'on a décrit dans l'asthme, celui de l'asthme avec les moules bronchiques. Donc on peut avoir aussi des patients qui ont des toux grasses, même si c'est juste de l'asthme, alors que dans la BPCO, c'est assez classique, c'est le cas de la bronchite chronique. Et des sibilants, on peut les voir dans les deux maladies. Par contre, dans l'asthme, comme on l'a dit, c'est une maladie qui est caractérisée par son paroxysme. Ça évolue par cycle crise-rémission et c'est souvent réversible. Contrairement à la BPCO, c'est une maladie progressive, insidieuse, qui évolue à bas bruit et qui évolue vers des complications et des lésions aussi bien physiologiques que fonctionnelles respiratoires, irréversibles et permanents. La spirométrie, c'est l'examen clé pour faire le diagnostic de la BPCO. Je n'ai pas besoin de vous informer, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que voilà, le diagnostic repose sur la découverte d'un trouble ventilatoire obstructif non réversible. Mais on verra que maintenant, avec de nouveaux phénotypes de BPCO, cette définition n'est pas toujours valable. On verra pourquoi. Donc le débat, déjà le GOLD 2025, il a mis fin au débat. Est-ce qu'on va utiliser la limite inférieure de la normale? Est-ce qu'on va utiliser la moyenne, etc. Eh bien, on va utiliser la moyenne parce qu'on ne veut pas faire des surdiagnostics de BPCO. C'est un examen qui est opérateur dépendant, mais qui dépend aussi beaucoup de la coopération du patient. Donc, les valeurs sont toujours à interpréter avec beaucoup de précautions. Et puis, est-ce qu'on fait des dépistages comme ça de masse chez tous les patients qui sont exposés à des facteurs de risque, le tabac, la biomasse, l'asthme vieilli, etc. Ben, la réponse est non, sauf si on a des patients qui ont à l'heure active plus de 20 paquets années, qui ont des infections pulmonaires récurrentes, même s'ils ne sont pas forcément dyspnéiques ou bronchitiques chroniques, ou bien, en cas de prématurité, ça j'ai trouvé ça très intéressant, surtout pour nos amis pédiatres, c'est ce qu'on appelle la BPCO liée justement aux anomalies de développement du poumon, et ça on les suspecte surtout chez les patients qui ont un antécédent de prématurité. Combien de médecins parmi nous demandent aux patients BPCO s'ils ont un antécédent de prématurité? Je crois qu'on est pratiquement personne, parce qu'on nous a enseigné justement que c'est une maladie de l'adulte due à des expositions environnementales. Et ben, il faut qu'on apprenne aussi à demander est-ce qu'il y a un antécédent de prématurité pour déceler des profils pré-BPCO, et c'est le but justement. Alors, ce qui est nouveau aussi dans le GOLD 2025, c'est cette diapo qui est aussi une sorte de ligne de conduite qui va nous montrer un petit peu comment on va faire pour interpréter la spirométrie chez ces patients-là. Alors, je commence par l'extrême droite. Ça, c'est le profil classique. On fait la spirométrie. On a un rapport VEM sur CVF qui est inférieur à 70, c'est-à-dire on a un trouble ventilatoire obstructif. On fait le test de réversibilité par bronchodilatateur de courte durée d'action. Et le rapport reste toujours inférieur à 70, c'est-à-dire on a un TVO non réversible. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas à discuter là-dessus. Maintenant, si on a une valeur initiale qui est inférieure à 110, mais quand on fait le rapport, quand on fait le test de réversibilité, il augmente et il se normalise, là, les recommandations du GOLD, c'est de faire le suivi, de rester vigilant. Est-ce que c'est un patient qui a peu coopéré?
Est-ce que c'est un profil pré-BPCO? On le verra plus tard. Est-ce que c'est une ébauche de BPCO qui va arriver? Donc les recommandations, c'est de faire le suivi par d'autres spirométries. Maintenant, si on a d'emblée un rapport VEMS-CVF qui est normal, normalement, on doit s'arrêter là et on dit, voilà, non, on n'a pas de BPCO. Par contre, si vous avez un patient, par exemple, qui est le cas classique, qui est tabagique, qui est dyspnéique, qui a des signes scanographiques, il a de l'emphysème, il a de l'hyperinflation sur la radio, il a des symptômes importants, on recommande quand même de faire le rapport en post-bêta-2 mimétique. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Voilà pourquoi. Alors, il y a de nouveaux patterns qui ont été définis pour la BPCO. C'est des sortes on va dire, qui vont nous attirer notre attention. On va se dire, attention, ce patient, même si on n'a pas la définition classique et standardisée de la BPCO, mais c'est un potentiel futur BPCO. Et donc, on doit le suivre, on doit faire le suivi. À l'image d'un nodule pulmonaire suspect, à l'image d'une PID, etc. Donc, on va flairer, on va détecter une éventuelle progression. Et donc, on a défini le prisme ou le Preserved Ration Impaired Spirometry, c'est-à-dire on a un patient qui est symptomatique, mais qui a un rapport qui est normal, mais un VEMS qui est diminué. Donc faites attention au VEMS aussi chez vos patients quand vous faites votre spirométrie, même quand le rapport est normal, si on a un VEMS diminué, cela vaut la peine de faire le suivi par des spirométries de surveillance. Ça, c'est la définition du prisme. Alors, concrètement, ça implique quoi? Ça implique apparemment un risque cardiovasculaire plus élevé, mais le GOLD ne s'investit pas plus que ça. Il ne dit pas est-ce que c'est des patients qu'il faut traiter ou pas. On verra ce qu'ils vont dire par la suite. Il y a aussi la BPCO des sujets jeunes. C'est des patients qui ont un âge inférieur à 50 ans, mais qui ont plus de 10 paquets années d'effectifs, enfin de tabagisme à leur effectif, et qui ont, cette fois-ci, bizarrement, ils ont utilisé la limite inférieure de la normale pour le rapport VEMS-CVF, même si normalement ils recommandent de ne pas le faire, mais là ils disent qu'ils ont un rapport normal si on prend la moyenne, mais si on compare avec la LLN, il est bas ce rapport. Et donc c'est peut-être des BPCO jeunes, et ils peuvent avoir aussi des anomalies scanographiques. On a déjà de l'emphysème, on a déjà des épaississements bronchiques révélateurs d'une bronchite chronique, ou bien, et ça aussi est-ce qu'on le fait? Est-ce que vous avez l'habitude de comparer les spirométries de vos patients BPCO et de comparer les valeurs du VEMS uniquement? Je crois que ce n'est pas une pratique très courante, mais on devrait l'adopter. On devrait comparer pour voir est-ce qu'il y a un déclin du VEMS d'une spirométrie à l'autre, parce que ce déclin, quand il est rapide, il est très, très, très inquiétant. Et ça devrait justement nous pousser à prendre en considération ce patient-là comme un phénotype particulier qui mérite plus d'attention. La pré-BPCO, voilà, c'est une autre définition, un autre pattern. Donc, c'est des patients avec un risque évolutif vers l'obstruction. S'ils sont symptomatiques, ils n'ont pas d'anomalie fonctionnelle, ils peuvent avoir un VEMS diminué, une DLCO diminuée, mais c'est surtout des patients symptomatiques avec une spirométrie quasi normale. Donc ça aussi, ces patients-là, il faut faire attention avec eux. Alors maintenant, on va passer à la prise en charge, donc à l'état stable, en dehors de l'exacerbation. Comment doit-on traiter ces patients BPCO? Donc comme je disais, la médecine actuelle, c'est une médecine personnalisée, c'est-à-dire c'est une médecine qui va se baser sur un phénotypage. Il faut phénotyper nos patients. Comment on va phénotyper le patient BPCO? Bien, on a 3 critères importants, majeurs. Avant, on phénotypait les patients comme ça arbitrairement sur leur physionomie. Donc, on définissait le classique blue blotter ou la pink puffer. Et par la suite, on a compris que finalement, phénotyper un patient BPCO était beaucoup plus complexe que ça, puisqu'on a déjà parlé de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux qui sont impliqués. Et puis, surtout, est-ce que ce patient, il est plus dyspnéique? Est-ce qu'il est plus bronchitique chronique? Est-ce qu'il y a un impact ou pas sur la qualité de vie? Et surtout, est-ce qu'il est exacerbateur fréquent ou pas? Et donc, ça va influer le traitement, le pronostic et la survenue d'éventuelles complications. Et donc, finalement, les 3 critères majeurs, c'est la dyspnée et l'impact sur la qualité de vie. L'exacerbation, il faut qu'on évalue le nombre d'exacerbations, mais aussi la sévérité. Et le biomarqueur dont on a parlé, c'est l'éosinophilie sanguine. Ces 3 critères
réunis vont nous permettre de faire une classification qui est maintenant connue et qui est un outil d'aide précieux pour donner tel ou tel traitement et ne pas donner tel ou tel traitement. On va voir pourquoi. Et donc la classification en question, c'est la classification GOLD ABE. Donc A pour des patients peu dyspnéiques et peu ou non exacerbateurs. Le profil B, c'est pour des patients plus dyspnéiques mais non exacerbateurs. Et le profil E, c'est des patients exacerbateurs fréquents, quel que soit le stade de sa dyspnée, parce qu'avant, on avait le ABCD, on a viré le C et le D, et on s'est dit, si ce patient fait des exacerbations, qu'il soit dyspnéique ou pas, ce n'est pas important. C'est un patient qui a droit à un traitement spécial. Et cette classification va justement nous donner, suite à cette diapo-là, qui va nous donner une carte et une ligne de route pour initier le traitement chez les patients BPCO. Pour le groupe A, quand ils sont peu dyspnéiques et peu exacerbateurs, le GOLD préconise quand même de donner au moins un bronchodilatateur. Et là, ils ne spécifient pas. Ils disent de courte durée d'action, de longue durée d'action, ce n'est pas important, même s'ils ont une préférence pour les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Aussi, pas de préférence entre les LABA ou les LAMA. Par contre, pour le groupe B, cela paraît évident, ils sont très dyspnéiques, peu exacerbateurs, et donc on va renforcer l'action bronchodilatatrice par une double bronchodilatation, et on va associer les LABA au LAMA. Maintenant, pour le groupe E est défini par un groupe qui est exacerbateur, c'est-à-dire qui a fait deux exacerbations ou plus par an, ou qui a fait une seule exacerbation l'année précédente, qui a précédé la consultation, mais qui était sévère au point de l'amener à être hospitalisé, en réa ou pas. Juste le fait d'être hospitalisé, ça fait grimper justement son score et le fait placer en classe E. Et donc, c'est un patient qui doit bénéficier d'emblée d'une double bronchodilatation ou d'une trithérapie. La trithérapie est basée sur la double bronchodilatation et la corticothérapie inhalée. Alors, il faut savoir que l'histoire du GOLD et de toutes les sociétés savantes avec la corticothérapie inhalée et la BPCO, elle a connu des hauts et des bas. Donc, pendant longtemps, dans les années 90, c'était carrément classique de traiter un BPCO avec la corticothérapie inhalée. On n'y voyait aucune contre-indication, aucun risque. Mais depuis l'apparition de certaines études qui ont montré que l'association de corticothérapie inhalée avec le bronchodilatateur ou bien l'utilisation toute seule de corticothérapie inhalée qui n'est pas du tout recommandée chez le patient BPCO, le prédisposait à un risque de développement d'une pneumonie qui est plus élevé si on ne l'utilisait pas. Sachant que ces études-là ont été critiquées aussi parce qu'il y a beaucoup de biais, notamment, est-ce que c'est des patients généralement qui ont un IMC bas, qui sont très dyspnéiques, qui ont un VEMS très bas, et qui ont des profils plutôt bronchitiques chroniques et qui ont souvent aussi des bronchiectasies. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi ces facteurs-là qui ont fait que ces patients font plus de pneumonie? Est-ce qu'il faut diaboliser pour autant la corticothérapie inhalée chez les patients BPCO? Le GOLD est en train de revoir petit à petit justement cette attitude, mais jusqu'à maintenant, l'introduction de la corticothérapie inhalée chez le patient BPCO est réservée aux patients exacerbateurs fréquents qui ont un taux d'éosinophilie supérieur à 300, ou bien qui sont exacerbateurs et qui ont un taux d'éosinophilie entre 100 et 300. Donc, ils ont quand même revu en baisse ce taux-là. C'est sûr et certain qu'il faut introduire la corticothérapie inhalée et switcher vers la trithérapie si on a un exacerbateur fréquent, si on a un taux d'éosinophilie supérieur ou égal à 300. C'est discutable et permis s'il est entre 100 et 300 qu'il est exacerbateur, et ce n'est pas du tout permis si on a des antécédents de pneumonie à répétition et si on a une éosinophilie inférieure à 100 ou bien des antécédents d'infection tuberculeuse. Et ça, sincèrement, il nous faut des études locales pour voir l'impact, parce qu'on est un pays en endémie. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un risque de réactivation de la tuberculose chez des patients BPCO, puisqu'on sait aussi que le tabac est un facteur de risque de tuberculose? Est-ce que le fait de donner de la corticothérapie inhalée risque de réactiver ou de réactiver ce germe, ce BK? On n'en sait rien. Il faut vraiment des études locales pour pouvoir le dire. Pourquoi la trithérapie? Donc, je passe en revue une étude très importante qui s'appelle l'étude Chronos, qui a comparé
la double bronchodilatation avec la trithérapie chez ces patients-là, ces patients exacerbateurs qui souffrent, qui risquent de mourir 3 ans après leur exacerbation. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. Il y a une 48% quand même de réduction des exacerbations chez les patients traités par trithérapie versus patients traités par double bronchodilatation. Et l'association budésonide et double bronchodilatation est indiquée sans aucun doute chez ces patients-là. Ça change leur vie. Alors maintenant, il y a le GOLD 2025, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que le GOLD est en train de se réconcilier avec la corticothérapie inhalée? Cette année, le GOLD 2025, il a rajouté ce tableau-là pour les patients qui sont BPCO et qui sont toujours sous corticothérapie inhalée et un seul bronchodilatateur. Depuis 2023, on a enlevé cette option. Avant, on l'a donnée, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on la donne chez des patients qui ne peuvent pas se permettre la trithérapie. Mais depuis 2023, on ne voit plus l'association corticothérapie inhalée et un seul bronchodilatateur dans le panel thérapeutique du patient BPCO. Le GOLD 2025, il a ramené cette nouveauté-là pour nous dire que finalement, si vous avez des patients BPCO qui sont bien contrôlés, qui ne font pas d'exacerbation, qui ne sont plus dyspnéiques sous cette association, eh bien gardez-les. Ce n'est pas la peine de changer. Laissez-les tranquilles. Maintenant, s'ils sont toujours exacerbateurs, et il faudra dans ce cas-là doser les éosinophiles. S'ils sont supérieurs à 100, d'abord on change vers la bronchodilatation. Pardon, s'ils sont plutôt supérieurs à 100, il faut considérer la trithérapie. S'ils sont inférieurs à 100, il faut changer vers la double bronchodilatation et enlever la corticothérapie inhalée. Alors, l'autre nouveauté, c'est qu'avant, le GOLD, il nous disait comment initier le traitement, mais il ne nous disait pas comment faire le suivi des patients. Comment on va évaluer justement l'impact positif de ces traitements-là? Est-ce qu'ils sont bien contrôlés ou pas? Contrairement à l'asthme, il y avait ces stratégies step-up, step-down. Eh bien, il y a de la nouveauté justement aussi dans ce côté-là, dans les recommandations du GOLD. Et dans le suivi de ces patients, on va aussi phénotyper. Est-ce que c'est des patients qui gardent plutôt une dyspnée ou est-ce que c'est des patients qui restent exacerbateurs? Alors, s'ils sont plutôt dyspnéiques, s'ils sont sous un seul bronchodilatateur, on va passer à la double bronchodilatation. S'ils sont toujours dyspnéiques après double bronchodilatateur, il faut considérer d'abord est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes de la dyspnée, notamment une insuffisance cardiaque, notamment une sarcopénie, parce que le muscle est très important à vérifier chez les patients BPCO. Si c'est des patients sédentaires qui ont une atrophie musculaire, la dyspnée elle peut être d'origine musculaire. Est-ce qu'il y a une anémie, etc. Donc, si on élimine tout ça, on peut considérer, on peut parler, en fait, on peut chercher est-ce qu'ils sont justement des patients qui peuvent répondre à la biothérapie, notamment l'encifontrine. Alors, s'ils sont plutôt exacerbateurs, on va faire le dosage, comme je vous ai dit, de l'éosinophilie. Et là, deux profils se détachent. S'ils ont une éosinophilie supérieure à 300, là, on passe à la trithérapie directe. S'ils sont inférieurs à 300, on peut voir, on baisse justement ce taux. S'ils sont entre 100 et 300, on peut passer à la trithérapie. S'ils sont inférieurs à 100, les éosinophiles, eh bien, on va considérer d'autres traitements. Dans notre contexte, on a l'habitude d'introduire les macrolides, parce que malheureusement, on n'a pas les autres biothérapies. Mais si on a l'opportunité de traiter par biothérapie, eh bien, le GOLD propose soit le roflumilast, qui a plutôt un potentiel bronchodilatateur, ou bien l'azithromycine. Maintenant, si la trithérapie ne marche pas, si on a un patient exacerbateur et qu'on donne de la trithérapie et qu'il reste exacerbateur, la nouveauté 2025, c'est l'introduction du dupilumab dans le traitement des profils BPCO, exacerbateurs fréquents, avec un taux d'éosinophilie supérieur à 300 et qui ne répondent pas à la trithérapie, mais c'est toujours en association. On garde la trithérapie et on rajoute le dupilumab. Et donc la biothérapie dans la BPCO, comme vous voyez, elle s'élargit, elle prend de l'ampleur comme dans toutes les pathologies, c'est l'avenir de la médecine. D'accord.
Donc il y a le dupilumab, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est un inhibiteur de l'interleukine 4 et 13 et il a montré de très bons résultats chez ces patients-là exacerbateurs. Il y a l'encifontrine qui ressemble beaucoup au roflumilast, sauf que c'est un inhibiteur de la phosphodiesterase 3 et 4 qui a une action anti-inflammatoire et bronchodilatatrice très importante. Et donc vous voyez que le panel thérapeutique dans la BPCO il s'élargit, il devient beaucoup plus complexe, tant mieux pour nos patients. Alors la prévention dans la BPCO est très importante, je le dirai jamais assez. Donc conseillez à vos patients le sevrage tabagique, le conseil minimal efficace de base est très important. Évitez de donner ce genre de conseils aux conjoints de vos patients qui fument. Conseillez-leur plutôt des rituels de remplacement comme la déco. Par contre, le résultat n'est pas garanti. Par contre, lire des romans comme celui qu'a écrit notre consoeur, qui n'est pas là malheureusement, professeur Tabi, pour qu'ils se sentent plus seuls dans cette lutte contre la cigarette. Et donc la vaccination aussi est très importante. Donc le GOLD aussi a du nouveau. On savait qu'il fallait vacciner nos patients BPCO contre la grippe, contre le pneumocoque, contre le Covid. Maintenant, on a rajouté des vaccins comme le virus respiratoire syncytial, la coqueluche et le zona. Le zona va être bientôt commercialisé. Par contre, on n'a pas le virus respiratoire syncytial et la coqueluche comme vaccin pas mélangé avec d'autres micro-organismes, on va dire. Et donc la BPCO, je finis par la BPCO et changement climatique, c'est un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps, vu ce qu'on vit actuellement comme changement énorme sur le plan climatique et son impact sur la qualité de l'air et donc du coup sur les maladies chroniques respiratoires, que ce soit asthme ou BPCO. Et donc les études ont démontré qu'il y avait un impact direct, que ces patients-là étaient sensibles aux températures extrêmes, aussi bien le froid que la chaleur. Et donc ça augmente leur expectoration et leur taux s'il y a de la chaleur. Et il y a une baisse de la fonction respiratoire, une apparition, une aggravation de leur dyspnée quand il fait froid. Et donc le GOLD finalement a rejoint les recommandations de l'OMS pour dire qu'il est préférable de réchauffer autour de 18 en saison froide et de refroidir aux alentours de 24 quand la saison est chaude. Et donc l'impact du microbiote, ça c'est la dernière diapo, je vous promets, ça c'est vraiment la tendance, le microbiote, le kéfir, le machin. Et donc on parlait de microbiote digestif et maintenant on découvre que finalement le poumon nous a enseigné qu'un poumon sain est un poumon stérile, et bien finalement non. Le poumon sain est un poumon qui est regorgé aussi de bactéries, sauf qu'ils ont une particularité étonnante. Le poumon est un organe aérobie et un poumon sain regorge d'anaérobie. Et quand il y a une dysbiose, c'est-à-dire quand il y a une altération de ce microbiote pulmonaire, ces anaérobies-là sont remplacées par des protéobactéries. Est-ce qu'on verra par la suite des traitements qui vont servir à justement corriger cette dysbiose? On l'espère. Et donc en conclusion, la BPCO est une maladie mortelle, malheureusement encore sous-diagnostiquée. Donc l'asthme et la BPCO sont des maladies chroniques qui causent une obstruction bronchique et ces maladies souvent s'intriquent sur plus d'un niveau et dont la différenciation est parfois laborieuse à faire. La corticothérapie inhalée, c'est la pierre angulaire du traitement de l'asthme. Dans la BPCO, il faut phénotyper avant de pouvoir la donner. Merci pour votre attention. Merci et désolé d'avoir dépassé le temps. C'était intéressant, on t'a laissé parler, sinon merci. On aurait arrêté. Merci. Merci, c'est très actualisé, hein, donc il y a beaucoup de choses à dire, on va voir. Enfin, on va voir d'abord la salle. Un grand merci vraiment pour cette merveilleuse présentation. Donc, il y a secoué un peu les dogmes. Mais j'aimerais vous demander, ça m'étonne un peu, donc la BPCO chez les jeunes, chez les non-fumeurs ou chez ceux qui ont très peu fumé. Vous pouvez nous dire un peu plus, il y a l'environnement extérieur, intérieur, à part que le changement climatique, où il y en a d'autres diagnostics différentiels qui conduisent au remodelage bronchique, qui nous arrive à ce BPCO chez les jeunes assez inquiétant. Et deuxième chose tout petite, dans le cas de changement climatique, y a-t-il d'exacerbation de BPCO pendant les orages, comme on parle beaucoup d'understorm asthma dans l'asthme? Je réponds ou on laisse à la... Oui, vas-y, tu réponds. Alors, merci beaucoup. Alors, pour la première question, justement, la BPCO du sujet jeune, avant, on avait déjà un réflexe. Quand on trouve une BPCO chez un patient qui n'est pas tabagique, qui est peu tabagique et qui a un âge justement inférieur à 50 ans, on fait un dosage de l'alpha-antitrypsine, déjà. Donc, il faut éliminer la cause génétique. Maintenant, avec cette
la venue de ce gétomix ou de ces éthiotypes, on peut justement chercher aussi des facteurs environnementaux. On peut chercher une prématurité, c'est ce que je viens de dire. C'est très important, on n'a pas souvent ce réflexe pour chercher une éventuelle évolution des séquelles de virus, des séquelles d'une infection dans l'enfance, ou bien juste tout simplement une anomalie de développement du poumon. Donc c'est vraiment, ça devient beaucoup plus complexe, on comprend un peu mieux la maladie, mais pas tout à fait. Pour la deuxième question, j'ai pas sincèrement de prévalence exacte pour dire est-ce qu'il y a une exacerbation, un taux d'exacerbation plus fréquent en cas d'orage, mais ce qui est sûr, c'est que le patient BPCO, aussi bien que le patient asthmatique, est très très sensible au changement climatique. Donc forcément, il y a une augmentation, mais ça n'a pas été aussi bien étudié que pour l'asthme en fait. Parce que tout simplement, je dirais, parce que le BPCO, c'est un patient qui prend beaucoup sur lui. Parfois, on a même des patients qui ne savent pas reconnaître une exacerbation. Et donc, contrairement à l'asthme, qui est défini par ce paroxysme beaucoup plus clair, c'est des périodes plutôt saines, avec des périodes de crise. Donc, ils viennent aux urgences, donc on arrive à les identifier de manière plus claire. Donc, il y a un biais, mais certainement, il y a un impact. Oui, d'autres questions? Oui, j'avais deux petites questions quand même, si Monsieur le Président le permet. Bon, tu as parlé bien sûr du GOLD, hein, c'est le GINA de la PPCO. Alors, chaque année, en matière de classification, il faut le lire parce que chaque année, ça change. Depuis quelques années, on parle du prisme. Et avant, il y avait le stade 0 du GOLD qui a disparu puis qui est revenu. On parle de pré-BPCO, on parle de stade 0. Alors, est-ce que finalement, c'est pas ça, c'est pas la même chose, le prisme et la pré-BPCO? En fait, depuis 2017, on a séparé la classification classique GOLD 0, 1, 2, 3, 4, quand on savait tout ce qui était basé sur justement que la spirométrie. Et on l'a laissé de côté, on ne savait plus à quoi elle servait quelque part. Parce que finalement, tout ce qui est thérapeutique était réservé à cette classification finalement basée sur des critères cliniques, dyspnée, exacerbation et impact sur la qualité de vie. Et là, justement, avec ces phénotypes nouveaux, ces patterns nouveaux de la BPCO, la spirométrie, elle regagne de l'intérêt. Finalement, oui, vous avez raison, c'est le GOLD 0, mais avec plus de spécificité. Là, on nous dit de faire attention au VEMS, de faire attention au déclin du VEMS, de même faire de la DLCO chez nos patients. Même si ce n'est pas un examen qui est conseillé de routine, mais parfois on le fait et peut-être dans des CHU, c'est plus facile de le proposer aux patients pour faire des études justement à large échelle. Mais c'est un examen qui peut aussi avoir un intérêt chez les patients BPCO pour définir ces patterns-là. Oui, bien sûr, oui. Je peux pas. C'est une question naïve, non pneumologique. Non, mais vous êtes très forte. Hein, c'était une très belle présentation, bravo, et vraiment actualisée. Alors ma question, c'est pour un praticien, quel est l'apport de l'exploration radiologique? Est-ce que la TDM ou l'IRM peut apporter un plus? Est-ce qu'elle peut permettre une distinction, une association quand les paramètres spirométriques ne sont pas très clairs, poignants, voilà. Et est-ce que maintenant, avec la segmentation 3D de l'IA et les images, ça pourrait faciliter la vie? Effectivement. Alors, j'ai dû enlever beaucoup de diapos parce que même avec ce que j'ai enlevé, j'ai quand même dépassé le temps. Mais le GOLD, justement, insiste sur le rôle de plus en plus important du scanner thoracique chez ces patients BPCO. Ça permet le phénotypage aussi des patients et on l'a vu justement pour la définition de ces patterns qui ont des BPCO, qui n'ont pas de profil BPCO clair, mais qui ont des anomalies scanographiques. Si on a un patient qui fait des infections à répétition, qui n'est pas encore dyspnéique, qui n'est pas encore bronchitique, mais qui a de l'emphysème, qui a un épaississement bronchique, ben c'est très important aussi de prendre en considération ces anomalies scanographiques. Et surtout, le GOLD et aussi d'autres associations qui sont spécialisées plutôt radiologie, insistent aussi sur le fait de ne pas se focaliser que sur les parenchymes pulmonaires. Il faut aussi regarder le cœur, regarder surtout l'artère pulmonaire. On diagnostique beaucoup d'HTP, plutôt en pré-diagnostic, c'est-à-dire on suspecte beaucoup d'HTP, d'hypertension pulmonaire, en vérifiant justement le diamètre de l'artère pulmonaire sur le scanner. Et aussi les muscles de la cage thoracique, on peut déceler que le patient a une sarcopénie, ou plus simplement on peut regarder la cuisse en mesurant le diamètre de la cuisse et voir si ces patients-là ont une atrophie musculaire qui va aggraver leur dyspnée. Merci. En rappelant qu'on peut mesurer la taille de l'artère pulmonaire, même sur un cliché standard.
Ça, Bien sûr, c'est pas ça, suffisant, pour les mais gros ça oriente. militants comme vous. Nous, la future. Mais ça oriente ça. احنا معجزين ولينا كنطلبوا Ouais. السكانر. Très bien, merci. On a appris beaucoup de C'est choses moi. avec toi. Fada, un petit... Hanan, une précision. Et Oui. pour les sujets pré-BBCO, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut traiter, donner un traitement préventif que... Votre question est très pertinente. Justement, il y a un flou là-dessus. Les recommandations sont juste autour d'un suivi, d'une surveillance par spirométrie. Mais on ne recommande pas de traiter lorsqu'il n'y a pas de symptômes. C'est-à-dire lorsque le patient n'est pas symptômatique. S'il est dyspnéique et qu'on a un VEMS bas, entre nous, hein, on peut le traiter sincèrement. On peut donner un bronchodilatateur. Il est tabagique. Il a déjà une dyspnée, mais sur le plan fonctionnel respiratoire, on n'a pas de trouble ventilateur obstructif, on a un VEMS bas. On peut avoir même la DLC obèse. Sincèrement, ce genre de patient mériterait d'être traité pour éviter justement l'évolution vers une BPCO fixe et standard classique. Mais il n'y a pas de recommandation pour l'instant. Merci. Très bien, merci. Donc, on va reprendre le cours de